Bonsoir à tous, bienvenue à la conférence Poursuit ses études en master droit social et RH. Je vais laisser la parole directement au directeur de La directrice du master droit social et gestion des ressources humaines en initiale. Donc, je vais commencer par vous présenter ce master qui est un master en initiale et ensuite je laisserai la parole à mes collègues qui dirigent une formation en droit social et gestion des ressources humaines, mais en alternance. Donc, le master droit social et gestion des ressources humaines en initiale, comme tout master, se décompose en 2 années. On a une première année de master qui est intitulée Master 1 droit social et vie de l'entreprise. Alors, cette année de master est effectivement une année de transition entre l'année de licence et le master 2, c'est-à-dire qu'on a un mode de fonctionnement qui est encore assez similaire à celui de la licence, en ce sens où vous allez encore avoir un TD, un TE, comme on l'appelle chez nous, sur une matière dite la matière principale. Et puis, vous allez ensuite avoir toute une série de matières qui vont vous être proposées. Sur le fond, les matières sont évidemment des matières qui sont des matières de spécialisation en droit social, puisque c'est le choix que vous allez faire de vous tourner vers cette matière. C'est une matière que vous avez découvert pour cette année de troisième année de licence. Vous allez voir qu'en fait, c'est une matière qui est très riche, qui est très dense, qui en réalité recouvre toute une série de matières attachées. Donc, on va approfondir vos connaissances et vos compétences en droit social en vous proposant des matières telles que des conditions de travail, du droit judiciaire du travail, du droit de la rupture du contrat de travail, des relations collectives, etc. Et puis, on va également vous proposer dès l'année de Master 1 une ouverture, une initiation vers les RH et le management. Car c'est un master qui, effectivement, présente la particularité de vous former à une double compétence en droit social et en RH et management. Donc RH, ressources humaines et management. Par rapport aussi au fond, sur cette année de Master 1, c'est un Master 1 qui s'appelle Droit social et vie de l'entreprise, car vous avez également une proposition de matières dites d'ouverture sur la vie de l'entreprise, qui sont des matières qui sont communes au Master de droit des affaires en initiale et au Master de droit fiscal en initiale, car la réflexion que l'on avait menée pour vous proposer de façon commune ce tronc commun vie de l'entreprise était que on estime qu'effectivement ce sont trois matières qui contribuent toutes les trois, le droit social, le droit des affaires et le droit fiscal, des matières qui contribuent toutes les trois à la vie de l'entreprise et on estimait que c'était effectivement important de vous proposer ces matières tournées vers la vie de l'entreprise, donc avec des matières telles que le marketing, la responsabilité civile et pénale, du droit de la consommation, du droit de la concurrence. Donc, c'est vous qui construisez votre parcours. Vous pouvez tout à fait prendre l'option de vous ultra spécialiser en droit social en ne retenant que des spécialités autour du droit social et des RH et du management, ou si vous voulez encore avoir un profil enfin, moins spécialisé, vous pouvez prendre principale matière en droit social et garder des matières d'ouverture vers la vie de l'entreprise. Ça, c'est vraiment à vous de construire votre parcours en fonction de vos affinités, puis en fonction de votre projet professionnel futur. C'est une année qui est donc une année de transition entre la L3 et la M2. Il y a des cours magistraux comme en troisième année de licence, des TD, mais on fait une ouverture progressive vers la professionnalisation avec certains modules. Vous avez par exemple un séminaire qui s'appelle le séminaire de mise en situation pratique, qui est un séminaire qui est animé par un avocat au premier et au second semestre. Et l'objectif, c'est de vous faire travailler sur des dossiers réels avec une dimension plus contentieuse au premier semestre qui se termine par un exercice de plaidoirie, et puis une dimension plus conseil au second semestre, puisque par exemple, l'année dernière, les étudiants ont travaillé au fur et à mesure des séances sur
une procédure de licenciement pour motif économique, vraiment de A à Z, de l'étude de la comptabilité de l'entreprise, voilà, jusqu'à la mise en place de tous les process menant à ces licenciements pour motif économique. Et puis, on a aussi cette professionnalisation qui se fait par le fait qu'on a déjà en Master 1 un certain nombre d'intervenants qui sont des professionnels. Par exemple, pour vous donner une illustration, on a une matière très intéressante qui est la RSE, la responsabilité sociale, sociétale des entreprises, qui est vraiment une matière voilà, que j'estime très importante aujourd'hui quand on traite de questions en droit social. Cette matière, elle est animée dans le Master 1 en initial par le responsable, enfin la responsable de la RSE du groupe Damartex, donc qui possède notamment la marque Damar, que vous connaissez peut-être. Voilà, donc on a des intervenants professionnels qui vous permettent aussi d'aller vers cette professionnalisation. Voilà pour l'année de Master 1. L'année de Master 2, voilà, va être une année assez différente où on va effectivement chercher à mettre en œuvre toutes les connaissances acquises en Master 1. L'idée de cette année de Master 2, du Master de façon générale, mais c'est vraiment très marqué en Master 2, c'est de former de futurs professionnels. Donc l'idée, c'est pas tant de savoir des tas de choses, d'avoir une tête extrêmement remplie, mais surtout, ce qu'on va chercher à vous apprendre, c'est surtout à mettre en œuvre ces connaissances. On va surtout essayer de vous apprendre à réagir face à une situation donnée avec les outils que vous aurez notamment appris en Master 1. On continue aussi à apprendre des choses en Master 2, mais vous allez vraiment avoir des intervenants en Master 2 qui vont plutôt être des intervenants qui vont chercher à vous faire un partage d'expérience, à vous confronter à des situations très pratiques. Donc, on a énormément d'exercices qui sont tournés vers la pratique de la part de tous les intervenants. Et vraiment, l'idée, c'est que vous sortiez du Master 2 et que vous soyez opérationnel en entreprise. Donc, c'est vraiment une dimension pratique qui est prédominante dans cette année de Master 2 voilà, que vous allez rencontrer avec tous les intervenants. Sur le fond, effectivement, on bascule sur un dispositif, on va dire, à 50-50 entre le juridique et le RH. Là où en Master 1, comme je viens de vous l'expliquer, on va vraiment consolider vos bases en droit social et où on aura donc une majorité de matières tournées sur le droit social, avec une initiation au RH et au management, eh bien, en Master 2, on bascule vraiment à part égale entre les matières à dimension juridique et les matières à dimension RH. Vous allez voir également, si vous regardez les maquettes, vous observerez qu'en Master 2, on a beaucoup plus de matières qu'en Master 1. Les cours en initial, en Master 2, sont des cours d'une durée de 10 heures, 15 heures, alors qu'en Master 1, on est sur des durées de cours classiques qui durent tout un semestre. Là, on a beaucoup plus de matières pour essayer vraiment de vous former de la façon la plus complète possible sur toutes les questions juridiques ou RH qui peuvent se poser à un professionnel. Donc, voilà, vous verrez, il y a des matières extrêmement variées. Vous avez la possibilité au second semestre de choisir également un axe de spécialisation autour soit de la santé en milieu du travail, soit de la gestion de la masse salariale, soit de l'internationalisation des RH. Ça, c'est une petite spécialisation qui est proposée au second semestre. Voilà. Et pour le reste, des matières extrêmement variées, encore une fois. La particularité que vous allez avoir sur ce master en initial et sur cette année de master 2, c'est que l'on propose la délivrance de ce que l'on appelle le CAM, le certificat d'aptitude management en entreprise, qui est une certification que l'on délivre en partenariat avec l'EDEC,
école de commerce que vous connaissez forcément. Et ça, c'est vraiment une plus-value très importante pour tous les étudiants qui sortent de ce Master 2 en initial, puisqu'effectivement, donc ce n'est pas un double diplôme, mais c'est une certification qui va attester que vous avez suivi à hauteur de 80 heures sur votre année de master des matières de management en entreprise qui sont dispensés, enfin, des cours qui sont dispensés par des intervenants de l'EDEC. Et c'est vrai que de pouvoir ajouter sur son CV la petite ligne certificat d'aptitude au management délivré par l'EDEC, ça fait toujours son petit effet que l'on recherche un stage ou un premier emploi. Donc ça, c'est vraiment une plus-value très importante à noter quand on suit le master en initial, la délivrance de ce CAM. Pour le reste, c'est un Master 2 qui est extrêmement tourné vers la pratique, je vous l'ai dit, vers la professionnalisation. Donc, déjà, tous les intervenants, plus de 90%, sont des professionnels. Donc, voilà, comme je vous le disais, l'essentiel va être des partages d'expériences. Et puis, on a également des dispositifs qui vous sont proposés pour vous aider à vous préparer à votre future vie professionnelle, comme un séminaire de prise de parole en public, ou encore un dispositif qui a toujours énormément de succès sur la fin d'année de Master 2 qui s'appelle le droit en action. Et là, le droit en action, on pousse vraiment l'idée de la professionnalisation et de la mise en pratique voilà, le plus loin, puisque l'idée du droit en action, c'est là, cette fois, de faire appel à des entreprises partenaires qui vont vous proposer un sujet, une question, vous poser une problématique qu'elles rencontrent dans leur entreprise, donc une problématique sociale, une problématique de droit social ou RH. Et elles vont vous demander de travailler sur cette problématique et de leur faire des propositions, un retour, un apport de solution au travers d'une restitution qui se fait dans les locaux de l'entreprise. Donc, je vous disais, les intervenants du Master 2 vous font travailler sur des exercices pratiques, mais là, on va au-delà du cas pratique, on est vraiment dans la mise en situation réelle, puisque vous travaillez pour une entreprise en particulier, et puis le fait que les restitutions se fassent effectivement dans ces entreprises, voilà, ça apporte un peu plus de solennité à l'événement, et voilà, c'est toujours un exercice extrêmement apprécié par les étudiants. Même si on a une dimension professionnelle prépondérante, ça reste un Master 2 délivré par une faculté de droit. Donc, on a aussi une dimension recherche que l'on va retrouver au travers de deux dispositifs. Un atelier de jurisprudence qui vous permet de recenser les principaux arrêts qui auront été rendus dans les quelques mois précédant votre année de Master 2 et de préparer un support qui est distribué là aussi à nos entreprises partenaires qui consiste vraiment à identifier les arrêts et à les résumer et surtout, puisque les destinataires sont des entreprises, à essayer de leur pointer les enjeux, les risques posés par les différents arrêts que vous aurez identifiés. Donc, c'est un travail qui est à la fois recherche, mais aussi application pratique des décisions de jurisprudence. C'est un travail de rédaction et puis aussi voilà, un travail d'identification des enjeux et des risques sur les décisions rendues. Et puis évidemment, l'année de Master 2, elle passe par un mémoire, rédaction d'un mémoire de recherche, enfin, alors, pas un mémoire de recherche, mais un mémoire qui est un exercice de recherche, voilà, assez classique. Pour terminer sur cette année de Master 2, bon ça je vous l'ai dit, le corps enseignant, le droit en action, j'en ai parlé, le séminaire de mise en situation pratique, c'est un Master 1. Point important, évidemment, c'est un master en initial, qui va être différent du fonctionnement de l'alternance. Le stage n'est pas obligatoire à la fin du M1. Pour valider votre année de M1, vous n'êtes pas obligé de faire de stage. Mais aujourd'hui, la majorité des étudiants, même en M1,
font un stage parce que voilà, les cours se terminent fin avril, ce qui vous laisse le temps d'avoir 1 ou 2 mois pour faire un stage et même de partir en vacances. Donc voilà, aujourd'hui, les étudiants de Master 1 savent que pour dégoter un bon stage en Master 2, c'est toujours mieux d'avoir déjà fait un petit stage d'1 ou 2 mois en Master 1. Et donc ensuite, en Master 2, là, le stage est obligatoire pour valider la formation. Il faut faire un minimum de 3 mois de stage pour valider la formation. Donc, c'est déjà un stage long. Mais dans la mesure où les étudiants terminent leur année de Master 2 fin mars, le stage démarre début avril, ce qui permet de faire 3 mois, avril, mai, juin, pour ceux qui notamment veulent passer l'examen d'avocat, font des prépas estivales sur les mois de juillet et d'août pour passer l'examen d'avocat en septembre. Mais tous ceux qui ne seraient pas intéressés par l'examen d'avocat, ben, le fait de pouvoir commencer en avril eh bien, permet de faire un stage beaucoup plus long que 3 mois, notamment pour tous ceux qui partent en entreprise. On a très souvent des stages de 6 mois qui sont directement proposés par les entreprises parce que je le dirai pour terminer, vous avez des profils très recherchés. Et donc, ben, faire un stage de 6 mois, c'est aussi une expérience, enfin, c'est une grande chance. Voilà, pour préparer sa première embauche, voilà, bénéficier d'une expérience de 6 mois dans une entreprise à temps plein, en stage, c'est vraiment quelque chose de très formateur, évidemment. Voilà. Donc, pour terminer, je vais dire quelques mots des débouchés et des modalités de recrutement. Les débouchés professionnels. Alors, au premier débouché, ce n'est pas vraiment un débouché professionnel, mais on a quand même certains étudiants qui ont besoin de continuer encore leurs études et qui n'en ont pas assez avec leur année de Master 2 et qui choisissent de faire peut-être un autre master spécialisé, un master dans les grandes écoles de commerce. Donc, ça, c'est une éventualité, mais on ne peut pas qualifier ça de débouché professionnel. Les principaux débouchés, ce sont les débouchés 2 et 3 qui sont notés sur la slide. En entreprise, l'intérêt du master, c'est que vous allez pouvoir occuper des fonctions très variées. Vous allez pouvoir occuper des fonctions de juriste en droit social, évidemment, puisque vous aurez une formation juridique extrêmement complète sur la matière. Mais vous pourrez aussi, si c'est votre choix et si vous découvrez qu'en fait vous adorez ça, eh bien, exercer des fonctions, abandonner un peu le droit et exercer des fonctions de responsable des ressources humaines, soit un responsable qui aura une vocation assez généraliste, soit vous spécialiser aussi, par exemple, dans le recrutement, dans la formation professionnelle. Voilà, vous pourrez aussi vous spécialiser dans les fonctions RH. Vous aurez un profil, en tout cas en entreprise, extrêmement recherché, car le fait que vous ayez été formé à la fois à la dimension juridique et à la dimension RH, c'est quelque chose de très recherché, que ce soit dans les petites structures, évidemment, dans les PME, où on n'a pas les moyens d'embaucher un juriste à temps plein, pardon, ou un responsable des ressources humaines à temps plein. Donc, trouver un profil qui peut faire les deux, évidemment, ça va satisfaire ces petites structures. Et puis, dans les grands groupes où on a là, évidemment, des services juridiques bien remplis et des services RH bien remplis, trouver la personne qui va pouvoir faire le lien, faire le pont entre les deux, comprendre les exigences de l'un et les besoins de l'autre, eh bien, ça aussi, c'est quelque chose qui sera très recherché. Donc, en entreprise, vraiment, les débouchés peuvent être très variés. Là aussi, ce sera à vous de choisir le métier que vous voudrez faire. L'autre débouché très important, c'est évidemment la profession d'avocat. J'en discutais avec les étudiants du M2 de cette année-là. Ils sont quasiment 70% de la promotion à vouloir passer l'examen d'avocat. Ça dépend des années. Il y a des années où on en a moins, mais voilà, ça reste évidemment un objectif important pour nos étudiants de devenir avocat spécialisé en droit social et de travailler donc en cabinet. Et puis, il y a également des débouchés auxquels on pense peut-être moins, mais qui sont aussi des débouchés voilà, à envisager au sein des organisations professionnelles. J'entends par là les organisations syndicales, qu'elles soient salariales ou patronales, puisqu'effectivement, on a besoin de juristes dans ces organisations pour mener les négociations professionnelles, pour conseiller les adhérents. Donc, c'est aussi un débouché auquel on peut penser. Et puis,
aussi des administrations sociales. Depuis quelques années, je retrouve des étudiants qui souhaitent par exemple passer le concours de l'inspection du travail. Donc là, voilà, c'est un concours. Mais on a aussi des étudiants qui vont partir travailler dans les caisses d'assurance maladie, les caisses d'allocation familiale, effectivement, grâce à leur formation en droit social. Voilà pour les débouchés professionnels. S'agissant de la sélection des candidats, donc aujourd'hui, bien sûr, elle se fait via la plateforme Mon Master, sur laquelle vous allez, je suppose, être en tout cas formé. On va vous expliquer comment ça fonctionne. Euh, les prérequis sont évidemment d'avoir prioritairement choisi le cours de droit du travail en troisième année de licence. Le mieux étant d'avoir suivi le cours au premier et au second semestre et d'avoir également choisi le TD ou le TE. Mais voilà, en fonction des universités, c'est vrai qu'il y a des universités qui ne proposent pas forcément du droit du travail au premier et au second semestre. Il y a des universités qui ne proposent pas non plus toujours un TD en droit du travail. Donc, évidemment, à l'impossible, nul n'est tenu. On a beaucoup d'étudiants qui viennent de l'extérieur pour ce master en initial. Donc, voilà, évidemment, je ne vais pas exiger que vous ayez suivi un TD en droit social si ce n'était pas proposé dans votre université. Donc, ça peut être compensé par la pratique, voilà, le fait d'avoir fait des stages, le fait de travailler aussi et d'avoir été confronté au monde professionnel, bah, ça peut être aussi un point très positif. Je vous demande de travailler et de proposer un CV bien formé, de travailler également votre lettre de motivation, parce que ça, c'est important aussi. Et j'organise, quoi qu'il arrive, des entretiens sur à peu près 80-90% des dossiers. Parce que bon, voilà, moi, les dossiers papier, c'est bien, mais discuter avec l'étudiant, ça me semble être vraiment la meilleure façon de comprendre sa motivation pour rentrer dans la formation, son intérêt pour la matière et puis son futur projet professionnel. Voilà. Pour moi, c'est ce qui me semble le meilleur outil. Donc, j'organise beaucoup d'entretiens à cette fin. Au cours de cet entretien, j'attendrai que vous connaissiez bien le parcours, évidemment, que vous ayez un peu potassé la maquette, voilà, et puis que effectivement vous fassiez ce choix de suivre un master 2 en droit social parce que vous avez un projet professionnel, voilà, déjà en lien avec cette formation. Si je comprends vos 2 minutes d'entretien que vous êtes là un peu par hasard, parce que vous vous êtes dit, bon, ben, voilà, pourquoi pas, ce ne sera pas forcément l'approche la plus positive. Voilà, je pense n'avoir rien en oublié. Il y avait plus de slides derrière, il me semble. Donc, si vous avez des questions à me poser sur la formation en initiale, je peux y répondre. Et puis ensuite, je laisserai la parole à mes collègues de l'alternance. Pas de questions? Ah si, il y a un dans le chat. Alors, si nous venons d'une licence RH, c'est possible. Alors, si vous n'avez pas fait, c'est une question intéressante, si vous n'avez pas fait de licence de droit, votre dossier va être soumis à une exigence d'équivalence, puisque voilà, normalement, on intègre un master 1 juridique en ayant une licence de droit. Donc, on devra soumettre votre dossier à une équivalence auprès de notre université de conventionnement. C'est un peu compliqué. Comme nous sommes une université privée, nous sommes rattachés à une université publique de conventionnement qui se charge voilà, d'accepter ces équivalences. Donc moi, à titre personnel, je n'écarte pas les dossiers qui sont des licences, par exemple, professionnelles, tournées RH, etc. Mais je regarde dans ce cas-là avec énormément d'attention les matières que vous avez suivies et notamment, je fais très attention au fait que vous ayez quand même un minimum de matières juridiques. Je regarde bien le nombre d'heures, etc. Suivies. C'est très important dans ce cas de bien spécifier dans le dossier les matières juridiques suivies, le nombre d'heures suivies et puis à l'entretien,
voilà, j'essaie d'approfondir les choses pour m'assurer que vous ayez voilà, un minimum de connaissances juridiques parce que voilà, l'année de M1, c'est un master qui est encore essentiellement tourné sur le droit. 80% de matière juridique en master. Vous avez un TD, vous avez des exercices juridiques qui vont vous être demandés, voilà, des cas pratiques, des dissertations, des commentaires d'arrêt encore en master 1. Ensuite, en master 2, on laisse ça de côté. Mais voilà, donc il y a encore des exigences académiques qui sont quand même importantes en master 1. Donc, il faut que je m'assure que vous allez être capable de suivre. Voilà, sinon, ça ne présente pas d'intérêt non plus pour l'étudiant qui viendrait voilà, d'un autre parcours qu'une licence de droit. Mais je ne ferme pas la porte par principe ou a priori. J'étudie tous les dossiers et voilà, j'adapte en fonction des circonstances concrètes. Une année blanche entre l'obtention de la licence et le master, ah, j'ai pas vu, est-il un frein, c'est ça peut-être? Parce que moi, ah si, je peux quand même regarder. Non, c'est pas un frein. Au contraire, enfin au contraire. En tout cas, moi j'aime bien des profils, voilà, qui sortent aussi du lot, je dirais, ou voilà, du profil ultra classique. Voilà, ça dépend aussi de ce que vous avez fait pendant cette année de césure. Si l'idée c'était de passer une année au bord de la plage et de rien faire, je pense pas que ça apportera beaucoup de plus-value à votre dossier. Mais si l'idée c'était de vous former dans une langue étrangère, c'était d'aller travailler, de vous confronter voilà, aussi à la vie professionnelle, évidemment que ça pourra apporter une plus-value à votre dossier et que ça vous aura apporté aussi de la maturité et d'autres choses qui peuvent, enfin voilà, qui me semblent intéressantes effectivement pour poursuivre après en master. Voilà, des profils aussi d'étudiants qui ont eu des parcours, par exemple de sport-études ou tout ça. Moi, c'est toujours aussi des profils qui m'intéressent parce que voilà, je trouve que c'est bien aussi de montrer que vous êtes capable de suivre des études, de faire du sport pourquoi pas au niveau et c'est toujours des profils que je trouve intéressants. Voilà. Euh, faut bien. Ok. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Donc, je pense qu'on peut passer à Gaëtan, du coup, si tout est OK. Merci Camille. De rien, merci. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Euh, je vais présenter donc mon master. Il y a beaucoup de choses ont été dites, hein, donc je ne vais pas les répéter, ça va vous faire perdre votre temps. Élodie, je sais qu'on aura des choses en commun à dire. D'ailleurs, si tu veux intervenir, on peut essayer de dire les choses ensemble comme on l'a fait déjà la dernière fois en présentiel. Donc, le master que je vais vous présenter, DGRH, est un master en alternance qui est à Paris, enfin ici les Moulineaux. Dans les nouvelles que je peux vous donner d'ores et déjà, c'est que l'an prochain, donc en septembre 2024, pour ceux qui rejoindraient la formation en M1 en septembre 2024, nous serons sur notre nouveau campus, donc le vaisseau, qui est aussi Essilimono, qui est un grand bâtiment moderne et qui sera plus grand, plus spacieux et plus confortable, ce qui est une bonne chose pour vous. C'est toujours agréable d'être sur un lieu d'études beau. Par ailleurs, j'aurai légèrement d'ici là modifié la maquette, mais rien d'inquiétant, je vous rassure tout de suite. C'est des espèces de modalités un peu internes et qui sont tournées vers un allègement des heures à votre bénéfice pour que vous puissiez aussi étudier tranquillement sans forcément être toujours en présentiel en cours. Le sens principal de cette modification des maquettes qui est en cours de validation, mais c'est pour très bientôt, c'est de mettre en place plus de contrôle continu parce que effectivement, il y a beaucoup de professionnels qui interviennent. D'ailleurs, je crois qu'il y a quasiment que des professionnels qui interviennent dans la formation désormais. Et ils aiment bien avoir un peu les coups des franches sur la manière d'évaluer. Donc après leur avoir posé la question, ils préfèrent se démettre un peu, se débarrasser un peu des examens terminaux au profit d'évaluations dans leurs cours, qui prennent souvent la forme d'exposés, de travail de groupe, de cas pratiques, souvent en équipe. Donc ça, c'est aussi cette espèce de marge de liberté que je vais leur laisser. C'est un peu moins académique, un peu plus professionnalisant, disons, mais visiblement, c'est au plus grand profit des étudiants, donc tant mieux. Je ne vais pas m'apesantir sur la plaquette parce que, bon, vu qu'elle est en ligne, je me dis que ma plus-value, c'est pas de vous la donner. En revanche, ce que je peux vous donner comme ligne directrice, c'est que pour le M1, pardon,
On garde un profil assez classique dans la mesure où vous aurez toujours du CM avec TD. Il y a des choses à approfondir en droit social avant de pouvoir s'éparpiller un peu plus dans des matières plus tête d'épingle. Le M1 est aussi un peu plus rassurant parce qu'il est sur 2 jours à l'université et 3 jours en entreprise. Donc là encore, on est dans une sorte de demi-bain qui permet de ne pas complètement être sous l'eau dès la première année. C'est en M2 que les choses deviennent beaucoup plus libérales, puisqu'on passe sur un régime 2 semaines en entreprise, 1 semaine à l'université. Donc là, c'est le grand bain. Et puis, les cours qui sont donnés à l'université, il n'y a plus de PD. Donc, c'est vraiment du séminaire donné par des professionnels, tant en gestion qu'en droit, avec une forme de carte blanche sur le contenu et avec l'espèce de ligne directrice qui est de dire au plus près de leur pratique. Le but étant que les connaissances que vous allez découvrir et travailler à l'université soient immédiatement applicables dans les métiers que vous allez pratiquer. Et pour l'heure, ça fonctionne plutôt bien. Euh, donc, on a aussi cette singularité, comme précédemment, hein, ça c'est vraiment la constante d'avoir tant du droit social que des ressources humaines, donc des matières de gestion et des matières de droit, bien qu'on soit des juristes. C'est le juriste qui faisait de la gestion. Et cette idée de juriste, vous la retrouverez au niveau du mémoire, puisqu'il y a un mémoire également, bien qu'on soit dans un master en alternance, un mémoire qui est rendu en fin de master 2. Là encore, on peut commencer à préparer de l'EM1 hein, pour amortir les choses, les lisser sur le temps. Mémoire qu'on peut soutenir assez tôt. C'est souvent le souhait des étudiants qui souhaitent candidater au CRFPA et qui donc ont envie de se, entre guillemets, débarrasser du mémoire, en tout cas avoir les coups des franches et être libres en juillet-août pour réviser. Je le préciserai également à ceux qui veulent aller dans ce genre de concours ou examens nationaux, je suis tout à fait favorable. Et dans ces cas-là, même avec l'entreprise, on peut trouver des souplesses, des négociations pour que vous ayez un petit temps de révision de vos examens, mais j'en parlerai au cas particulier pour ceux que ça intéresserait. Un mémoire donc, vous disais-je, mais avec cette singularité d'être très professionnalisant. Ce n'est pas le mémoire de recherche, on n'est pas sur une logique de thèse, d'ensuite embrasser une carrière de chercheur, ce n'est pas du tout l'ambition. Mais c'est un mémoire qui veut tester votre capacité à mettre du sens sur ce que vous avez fait pendant 2 ans d'entreprise. Vous serez confronté à des difficultés, des têtes d'épingle, des points particuliers, le propre de votre entreprise, des choses très factuelles. Et vous apercevrez que ces choses factuelles vous ont donné du fil à retordre, que vous avez réussi à les dépasser à travers des stratégies que vous avez élaborées avec vos tuteurs et vos collègues. Et donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est de dire, faites-en-nous, relatez-le, faites-en une restitution, expliquez-nous comment vous avez instrumenté les outils théoriques que vous avez appris à l'université et que vous avez pu les appliquer. Et en général, ça fait de très bon mémoire, parce qu'il y a ce petit côté, enfin, en tout cas, le sujet émane de l'entreprise, donc il y a ce côté très pratique, très documenté. J'ai l'exemple d'étudiants qui sont parfois dans des branches contentieuses, qui peuvent avoir accès à des décisions de première instance hyper intéressantes, méconnues, mais sur lesquelles il y a des points de droit qui sont élucidés. Donc en fait, il y a plein de choses possibles, hein. C'est vraiment un large panel. Peut-être aussi dans les remarques générales, attention à la langue anglaise, on a quand même pas mal de cours qui sont donnés en anglais. Alors, je vous rassure, il y a à la fois les cours en anglais, mais il y a aussi des cours d'anglais pour essayer de me remédier aux éventuelles lacunes. Il ne s'agit pas d'être bilingue, mais quand même pouvoir lire un document en anglais et le cas échéant rédiger une note en anglais, ça fait partie des attendus. Parce que c'est vrai qu'il y a un pôle d'emploi parisien qui peut induire de travailler en anglais. Donc, on ne voudrait pas que bêtement, vous n'ayez pas cette cartouche au moment d'entrer dans le monde du travail. Le taux de transformation marche bien. Je ne crois pas qu'on ait des études sur le carreau. Donc, en général, quand on est rentré et que l'alternance se passe bien dans la foulée, ce qui était l'entreprise d'alternance devient l'entreprise du CDI. Aussi, je vous le dis, actuellement, vous avez la chance d'être dans un monde qui économiquement se porte plutôt bien, en tout cas en France, et donc il y a des ouvertures. Aujourd'hui, on a plus de demandes de tuteurs qui cherchent des alternants que l'inverse, quoi. Donc, ce qui est agréable pour vous, c'est que potentiellement, vous avez un peu l'embarras du choix. C'est quand même une chance. Et cet embarras du choix veut dire aussi, je vous le dis très ouvertement, que on peut tenter une première expérience en M1, peut-être avoir fait le tour du bocal, se dire qu'à un moment, on a envie d'expérimenter autre chose parce qu'on aimerait bien tester tel aspect du métier. Bon, nous, ce n'est pas une difficulté, on le fait, on peut basculer à la fin du M1 sur un M2 dans une autre entreprise. Il y a un peu de technique derrière, il y a un peu de travail, mais c'est des choses qui peuvent s'envisager. La grande difficulté qui vous attend, mais c'est en même temps le challenge, c'est de devenir un petit peu à la fois étudiant et à la fois salarié. Donc, être capable de répondre aux canons, aux attentes du monde de l'entreprise, qui sont les leurs, tout en tenant le rôle d'étudiant et répondre aux canons académiques.
Alors ça, c'est une belle souplesse d'esprit. Moi, je fais en sorte, comme directeur de formation, mais je suppose que c'est partout pareil pour les alternances, que le monde académique ne déborde pas sur le monde de l'entreprise et vice-versa. Donc les temps consacrés à l'étude sont vraiment consacrés à l'étude et l'entreprise, pareil. Donc, théoriquement et pratiquement, il n'y a pas de devoir donné à la maison pour dans 3 semaines. Quand vous partez en entreprise, vous vous occupez de l'entreprise. Quand vous revenez chez nous, on travaille le droit en cours, la gestion en cours. Donc on essaie vraiment de scinder ça. Mais même en scindant, à un moment donné, vous aurez votre boîte mail, vous aurez quand même des choses à gérer, vous allez suivre un peu ce qui se passe pendant que vous n'êtes pas là. En général, quand on vous confie des dossiers, vous devenez vite, je dirais pas indispensable, mais vous devenez vraiment des personnes ressources sur les dossiers. Et donc, cette flexibilité-là, il faudra s'y adapter. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai l'impression que c'est quand même un peu l'air du temps de faire plusieurs métiers, d'avoir plusieurs casquettes, parfois en même temps. Et donc, voilà, si vous êtes un jour, pourquoi pas avocat, vous vous rendrez compte que vous aurez d'autres casquettes, d'autres cordes à votre arc. Donc, finalement, cette culture du je suis dans plusieurs mondes en même temps et j'arrive à tout mener de front, voilà, c'est un peu frontal quand on commence le M1, mais finalement, au sortir du M2, on est plutôt content d'avoir vécu l'expérience. Donc, ça demande, vous l'avez compris, une bonne gestion de votre agenda, une bonne gestion de l'emploi du temps. Voilà, et vous devenez très autonome parce que considérez que la fac a ses règles, a ses rythmes, l'entreprise aussi, et vous, vous êtes à la jonction des deux. Et quelque part, l'entreprise, c'est pas bien ce que vous faites à l'université et un peu vice-versa. Donc, c'est à vous d'être comment dirais-je, le canal de communication entre les deux, de comprendre comment les deux mondes fonctionnent et s'il y a des points d'accroche, en référé de chaque côté. C'est vous qui faites la jonction, l'agent de liaison entre les deux univers. Et donc, c'est à vous de prendre des initiatives, voilà, de définir les problèmes. Vous verrez que pour le mémoire, vous aurez à la fois votre maître d'apprentissage et vous aurez de l'autre côté un tuteur au niveau académique. On voit pareil, hein, c'est deux mondes qu'il faut faire cohabiter ensemble, relire par l'un, relire par l'autre. Ça demande une forme de comment dirais-je, de débrouillardise, mais je sais que vous êtes tous capables de passer du monde de l'étudiant pur et dur au monde du salarié. Euh, je pense que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire là, comme ça, ce qui me vient. Je propose peut-être de répondre à vos questions si vous en avez. Pour la plaquette, la plaquette, pardon, encore une fois, elle est disponible sur votre, en ligne, donc je ne vais pas revenir sur le détail des cours par le menu. Je pense que ça, vous pouvez le retrouver par vous-même. Et les exigences, c'est à peu près les mêmes que ce que disait ma collègue auparavant. Je n'ai pas de choses tout à fait différentes. Je jette quand même un coup d'œil à l'anglais pour être sûr que vous ne serez pas paumé si un cours est donné en anglais. Et puis sur les débouchés, même combat, c'est très ouvert. Vous avez cette chance actuellement d'être, du moment que vous êtes bien formé et que vous avez un bon savoir-être, toutes les portes vous sont ouvertes. À vous de l'exploiter. Excusez-moi, monsieur, j'ai une petite question. Je vous en prie. Oui, j'aimerais savoir. Du coup, j'ai l'impression que j'arrive pas à bien comprendre. Est-ce qu'on a de l'alternance ou c'est que de l'initial? Alors, le master précédent était un master initial. Oui. En revanche, le mien et le suivant sont des masters en alternance. Ce qui veut dire que vous serez en entreprise pendant les 2 ans du master. Donc, vous serez à la fois un salarié de l'entreprise et dans le même temps un étudiant de l'université. D'accord, merci. Bonsoir, j'ai aussi une question qui serait plutôt destinée à Madame Letombe, puisque je suis étudiant à l'Institut catholique de Lille. Je ne sais pas si elle allait intervenir après, mais du coup, c'est une question qui serait plus pratico-pratique, parce qu'en fait, je me demande à partir de quand on doit rechercher une entreprise pour l'alternance. Est-ce que c'est à partir du moment où on sait où on peut intégrer votre master, ou est-ce qu'on peut le faire avant? Si Bah, tu veux répondre, voilà. ouais, enfin, la question, elle est également valable pour les étudiants qui souhaitent candidater sur ici les Moulineaux. Sans oublier votre question, puisque j'ai la parole, je vais pas, par rapport au master droit social et ressources humaines qui existe à Lille, on est sur la même dynamique que le master en fait d'ici les Moulineaux. La différence, comme Monsieur Marin l'a dit, c'est la coloration internationale qui est beaucoup plus présente en fait sur le campus d'ici les Moulineaux que à Lille. Ensuite, je vais pas répéter tout ce que mes collègues ont pu dire sur les débouchés professionnels, etc. hein. Ce sont des masters qui ont pour chacun d'entre eux, on va dire, leur petite spécificité, mais qui au final conduisent finalement à former
des futurs juristes en droit social, des futurs responsables RH et également ceux qui souhaitent poursuivre leurs études en préparant ou en passant l'examen d'entrée à l'école des avocats. Donc, la question en fait que vous posiez par rapport aussi, ce qui renvoie à l'idée de la candidature. Donc, effectivement, il est intéressant que vous commenciez assez voilà, rapidement à vous mettre dans cette dynamique en fait de recherche de contrat, sachant que ce n'est pas, on va dire, une condition pour postuler dans le master, d'accord? C'est-à-dire que lorsque vous faites votre candidature sur le site monmaster.gouv, si vous avez déjà évidemment une proposition d'embauche, je vous invite bien sûr à la joindre à votre dossier, mais si ce n'est pas le cas, c'est absolument pas pénalisant puisqu'on sait très bien que les étudiants mettent un certain temps pour tout simplement trouver leur contrat. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais pour être très clair, en fait, dans la démarche qu'un étudiant, et un petit peu pour compléter les propos, du côté en fait de l'étudiant là en ce moment même, je pense qu'il est important de vous mettre dans cette dynamique de recherche en fait de contrat, parce que ça suppose également d'analyser des offres, de les chercher, de vous mettre aussi dans cette posture finalement de candidat à un emploi aussi. Donc, ce qui suppose d'adapter également voilà, votre discours et préparer vos entretiens. Donc, moi, en fait, me concernant, évidemment, il est préférable de m'indiquer que vous êtes dans cette démarche de contrat et si, évidemment, vous avez déjà une proposition, il ne faut surtout pas vous en priver de nous le dire. Il ne faut pas vous priver de ça. Mais ce n'est pas, si vous ne l'avez pas au moment en fait, du traitement de dossier, si vous n'avez pas votre contrat, ce n'est pas une raison pour laquelle votre dossier, ça ne va pas ça va pas vous pénaliser directement. Je me permets d'intervenir, Elodie, parce qu'on en a parlé ce matin au Conseil des masters. Il y a aussi le job dating en alternance qui est proposé, puisque si monsieur est un étudiant de la FLD, qui est donc un job dating réservé pour des propositions d'alternance à destination des étudiants qui souhaitent postuler dans les masters en alternance. Et ça doit être confirmé, mais ce matin, on parlait du 18 avril, il me semble, pour ce job dating, pour justement permettre aux étudiants d'essayer de trouver une alternance à cette occasion et que ce soit encore dans le cadre du process sur mon master. Voilà, pour que les étudiants puissent le faire valoir, pourquoi pas dans le cadre de ce process. Voilà. Merci Camille. Également, je tenais aussi à préciser que le rythme de l'alternance est différent aussi entre ici les Moulineaux et Paris. À Lille, on est sur un rythme, donc que ce soit en première année de master ou en deuxième année de master, sur un rythme 3 jours entreprise, lundi, mardi, mercredi, et 2 jours, donc le jeudi, vendredi, où les étudiants sont à l'université. Et au niveau des calendriers, à Lille, les cours commencent fin septembre, début octobre, et l'année se termine, enfin les derniers cours avec les examens se terminent à la mi-juin à peu près. Il y a une question dans le chat Mhm. concernant les modalités d'admission. Alors, concernant, en fait, oui, les modalités, ouais, pour ma part, les modalités, elles sont quasiment, je veux dire, identiques. Donc, c'est-à-dire qu'on analyse les dossiers, on va dire le parcours universitaire de l'étudiant, la cohérence avec, voilà, son projet professionnel, et éventuellement un entretien qui peut aussi être réalisé. Donc, il y a des dossiers des étudiants que j'accepte tout de suite.
parce que j'estime au regard du dossier académique et également en fait du CV et de la lettre de motivation, ils ont un avis favorable tout de suite et pour d'autres, éventuellement, je réalise un entretien. Je regarde s'il y a d'autres questions. Non. Il y a une question. Madame, Et ouais, il y a une question là, je vois aussi. Est-ce un plus d'avoir fait une année d'alternance en ressources humaines auparavant? Alors c'est en fait la question elle est liée aussi à l'information que donnait Madame Blancard, c'est-à-dire que tout dépend du diplôme que vous avez effectué antérieurement. C'est-à-dire que oui, ça peut être évidemment intéressant, mais à condition que votre diplôme soit compatible avec un dossier de candidature pour un master 1 en droit. Donc avec ce système des équivalences. madame, je reviens un peu sur ce que vous êtes en train de dire, parce que là, vous nous dites que en fonction de... Enfin, moi, j'ai essayé de regarder un peu déjà sur mon master, et je vois que sur mon master, on demande les bulletins des 3 dernières années. Donc la première année de enfin, les 3 premières années de licence. Je vous explique un peu mon cas. J'ai fait un titre professionnel assistant de direction qui m'a validé donc un bac+2. Et là, actuellement, je suis en train de faire un bachelor chargé de responsable ressources humaines. Et j'ai, pour mon bac+2, en tout cas, j'ai pas de bulletin. Donc, qu'est-ce que je mets à ce moment-là? Bah, écoutez, déjà, je vais déjà vous apporter une réponse. C'est que, au regard de votre situation, il y a un risque de problème par rapport à l'équivalence de votre diplôme. C'est-à-dire que pour intégrer notamment et un diplôme en droit, ça suppose, et quand vous avez en fait un bachelor, en principe, vous avez un accès non pas en fait en M1, mais un accès en troisième année. C'est le régime en fait des équivalences de diplômes. Donc là, en tant que tel, au regard de ce que vous me dites, la question en fait du bachelor pose interrogation et pose, enfin, il y aura un problème d'équivalence, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un accès en troisième année de droit et au regard de ce que voilà de votre dossier en plus, mais pas un accès en M1. D'accord, ok, merci. Euh, du coup, Elodie, je pense que tu as tout dit pour Oui, moi. oui, oui. Je pense qu'il faut laisser la parole à Aude pour qu'elle présente aussi les spécificités de la... Excusez-moi, il me restait juste une dernière question, je suis désolé. Pour revenir à la réponse que vous m'avez faite tout à l'heure, je me posais une autre question. C'est que souvent, l'été, je prévois un voyage à l'étranger, mais peu importe. Mais à partir de quand, enfin, en fait, c'est un peu difficile du coup de m'organiser. C'est-à-dire à partir de quand, avec votre expérience, les étudiants trouvent une alternance, une entreprise avec laquelle travailler, c'est-à-dire est-ce que je peux partir en juillet, c'est faisable, c'est pas faisable. Et aussi, j'avais juste une troisième question, c'est est-ce que l'employeur, pour avoir le meilleur salarié possible, il a le droit de regarder les notes de l'étudiant? Je vous remercie. Aude, sur la première question, tu peux peut-être répondre, même si ça se fait souvent l'été, hein. Oui. Alors, les campagnes d'alternance des entreprises, elles vont commencer en avril. Donc, vous commencerez à avoir les premières offres en avril. Vous allez pouvoir très vite postuler, évidemment, même si vous n'avez pas encore les résultats sur l'acceptation de vos masters. Et ensuite, on a des process de recrutement qui se déroulent jusque début septembre. Euh, donc, ça veut dire que si voilà, vous souhaitez partir en effet l'été, il faudra vraiment voilà, vous activer très rapidement pour trouver une entreprise et pour pouvoir concrétiser très, très vite un contrat. D'accord, merci. Et s'agissant de votre deuxième question, bah, écoutez, il peut exiger
votre diplôme. Après, sur les notes, c'est... Moi, on m'a jamais véritablement en fait posé la question. J'aurais tendance, enfin, enfin, le cas s'est jamais produit. Après, qu'il exige effectivement d'avoir connaissance de vos diplômes, oui, mais après, sur les notes, ou je sais pas les autres, si vous avez déjà eu ce type enfin, d'hypothèse ou de cas de figure. J'ai rarement entendu ce genre de demande de la part d'une entreprise. Après, vous avez un entretien en général, donc là, il y a des questions qui peuvent vous être posées, mais pas de preuves spécifiques par rapport à des bulletins. D'accord, merci beaucoup. Je vais peut-être du coup Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu peux ouais, y aller, Aude. continuer, vous parler de l'alternance. Alors, les objectifs de l'alternance, donc, c'est de vous permettre en fait d'avoir une expérience professionnelle importante et pérenne. Alors, c'est un vrai levier d'insertion parce qu'en fait, vous allez arriver sur le marché du travail avec une expérience professionnelle déjà de 2 ans. Et alors, évidemment, on vous l'a dit, hein, mais pour bien vivre son alternance, il faut être organisé, échanger beaucoup. Et puis, il y a aussi du suivi qui est mis en place. Donc, vous n'êtes pas tout seul. Il y a évidemment une équipe qui est autour de vous et qui vous accompagne. Alors l'alternance, c'est voilà, enfin, c'est une année qui va se découper. Alors vous l'avez vu sur le rythme qui vous a été présenté, avec des phases théoriques à l'université, des phases pratiques en entreprise. Donc vous obtenez un diplôme et en même temps une expérience concrète au sein de votre entreprise d'accueil. Ça répond à un vrai besoin des entreprises. Donc, on a évidemment, toutes les maquettes ont été établies selon voilà, les besoins des entreprises et ce qui a été remonté par elles. Et puis, c'est aussi une façon pour elles, en fait, de former un futur collaborateur. Donc, voilà, il y a souvent aussi des entreprises qui recrutent des alternants et qui leur proposent à la fin, évidemment, de rester au sein de leur entreprise. Alors après, à vous d'accepter ou non. Mais en tout cas, il y a souvent ce genre de proposition. On part souvent sur 2 types de contrats. Alors nous, on préfère en général le contrat d'apprentissage, mais si jamais voilà, l'entreprise souhaite un contrat de professionnalisation, c'est possible, mais on a quand même une grosse majorité de contrats d'apprentissage qui sont signés au sein de nos promotions en alternance. C'est un contrat de travail que vous signez, donc vous avez un statut de salarié. C'est en général un CDD, donc un contrat à durée déterminée. On sait quand vous démarrez et il y a bien une date de fin qui correspond à la date de fin de la formation. Donc vous signez un contrat qu'on appelle un CERFA et on signe, nous, une convention de formation avec l'entreprise. Donc on est bien sur une relation tripartite, donc université, entreprise et étudiant. En tant que salarié à part entière, vous êtes soumis aux lois, aux règlements et à la convention collective de l'entreprise, au même titre que les autres salariés de l'entreprise dans laquelle vous serez accueilli. Et du coup, le temps de formation, donc le temps à l'université, est compté comme du temps de travail. Donc, il y a une obligation de présence. Vous devez être présent en cours. Alors, évidemment, si vous avez des absences dues à des cas spécifiques, il y aura un justificatif à fournir. Mais en tout cas, vous devez être présent au temps de formation à l'université. L'engagement, donc j'en ai rapidement parlé, mais l'engagement tripartite suppose que en fait chaque partie a des obligations. Donc l'employeur vous assure la formation et vous forme à un métier. Elle vous fournit donc un emploi en lien avec l'objectif de la formation. Vous avez un maître d'apprentissage qui est désigné au sein de l'entreprise et qui vous accompagne. Donc le maître d'apprentissage vous accompagne tout au long des 2 années. Le maître d'apprentissage vous évalue également, donc on a des évaluations semestrielles. Donc l'entreprise donne une note sur votre période en entreprise. Pour le salarié, donc le salarié qui est l'étudiant, donc vous avez le même statut que les autres salariés, donc vous devez respecter l'organisation de l'entreprise et vous vous engagez évidemment à suivre la formation de manière assidue, donc à venir en cours. Et d'ailleurs, en fait, on remonte aussi les attestations de présence à l'entreprise, donc les entreprises nous les réclament. Donc, on fournit aussi ces informations à votre entreprise d'accueil.
L'établissement de formation, donc l'université, nous, on a l'obligation de vous assurer la formation théorique pour vous permettre d'obtenir donc le diplôme visé. Et puis, on vous accompagne. Donc, il y a le suivi, l'accompagnement pour le contrat, le suivi quand vous êtes en entreprise. Donc, on vient faire aussi le bilan dans l'entreprise. On essaie de voir aussi comment vous évoluez entre le master 1 et le master 2, comment votre projet professionnel se fortifie au cours des 2 années. Donc, vous avez un accompagnement qui est délivré par l'université. Le rythme de l'alternance, vous la présentez, donc il y a des rythmes différents selon nos campus et selon les années. Mais toutes les périodes de fermeture, durant toutes les périodes de fermeture de l'université, vous êtes à temps plein en entreprise. Et comme tout salarié, donc quand vous souhaitez poser des vacances, vous posez des congés payés. Donc vous quittez en effet le statut étudiant où vous aviez beaucoup de vacances lors des vacances scolaires. Là, vous avez les mêmes vacances que les salariés de l'entreprise dans laquelle vous serez accueilli. Alors là, vous retrouvez les masters. Globalement, vous allez les retrouver donc sur la plateforme Mon Master. Donc les 3 masters en alternance à Lille. Donc, droit et gestion de patrimoine, droit et gestion des ressources humaines, pardon, droit et ingénierie du patrimoine, droit des affaires juristes d'entreprise. 3 masters aussi en alternance à Issy-les-Moulineaux, droit social et gestion des ressources humaines, droit des affaires et management des risques de l'entreprise, master franco-allemand européen de droit des affaires. Donc, vous avez donc 6 masters que vous allez retrouver donc sur mon master. On vous a en effet évoqué donc fin mai, avril plutôt, pardon, mais je vous reconfirmerai la date, le forum qui aura lieu avec nos entreprises partenaires, donc les entreprises qui chaque année prennent des alternants et avec qui on a noué des relations de partenariat. Et puis évidemment, moi et ma collègue Suzette sur Issy-les-Moulineaux, on est là aussi pour vous accompagner pendant toute la partie où vous formalisez le contrat, où vous êtes en échange avec l'entreprise. Si l'entreprise a des questions, voilà, on est là pour y répondre et pour les aider aussi à formaliser donc les documents. Alors, les candidatures, donc ça, on en a pas rapidement, enfin, on en a parlé à travers vos questions surtout. Donc, prérequis et sélection, vous avez posé les questions, donc on vous a donné les réponses sur la validation d'une licence de droit pour entrer en master 1, les conditions d'admission. Et alors, les candidatures sur mon master, donc qui ouvre le 26 février jusqu'au 24 mars. Donc, ces dates correspondent au dépôt des candidatures pour les formations en initiale ou en alternance. Donc, on vous l'a dit aussi, il y a des entretiens à prévoir aussi pour l'admission dans certains masters. Je vois que tu as une question dans le chat. Oui. Alors, la différence entre le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation, alors, c'est des contrats qui, nous engagent de façon un tout petit peu différente. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur le contrat de professionnalisation. En fait, c'est des systèmes pour nous de facturation sur tout ce que vous allez suivre en termes de cours au sein de l'université. Le contrat d'apprentissage, on est plutôt sur des forfaits, donc c'est un tout petit peu différent. C'est une question plutôt interne chez nous. Il y a une différence aussi, alors qui est pas si importante que ça au niveau du salaire de l'étudiant, mais on est quand même relativement proche, puisque évidemment, votre salaire, c'est un pourcentage du SMIC ou du minimum appliqué selon la convention collective de l'entreprise, selon votre âge. Donc, il y a des tranches d'âge qui vous permettent d'obtenir des salaires un petit peu différents. Par contre, on a des entreprises qui parfois ont des politiques de rémunération très favorables. Donc, vous gagnez un peu plus que le minimum légal. Mais en tout cas, sachez que nous, on fait très attention au niveau de la signature des contrats à ce que le minimum légal soit appliqué. Il y a une vérification. Et si ce n'est pas le cas, en fait, les contrats nous reviennent. Donc, ils sont contrôlés pour nous dire, voilà, il y a un problème ou en tout cas, les conditions ne sont pas les bonnes. Donc, tout ça est bien contrôlé. La, euh, alors, j'allais vous dire aussi quelque chose et je perds le fil. Et le contrat d'apprentissage est en effet un contrat aussi qui est plus aidé. Donc ça, c'est par rapport à l'entreprise. Donc il y a plus d'aides qui sont accordées à l'entreprise. C'est pour ça qu'on a tendance aussi à favoriser plutôt le contrat d'apprentissage. Mais quand vous avez ce type de questions, en général, vous renvoyez l'entreprise et puis voilà, on discute ensemble.
Et puis, on leur explique aussi le coût, le montant. Et c'est de cette façon-là qu'on finit par faire le choix d'un type de contrat ou de l'autre. Y a-t-il d'autres questions? Alors peut-être, moi je peux peut-être vous apporter quand même aussi une précision. Donc l'idéal, c'est évidemment de trouver une entreprise et d'avoir un contrat qui démarre au moment de la date du démarrage des cours. Mais on a des étudiants, alors on a le droit de démarrer le contrat avant. Donc on a aussi des étudiants qui démarrent le contrat durant l'été et du coup voilà, qui bénéficient de ces 2 mois d'été pour finalement se familiariser avec l'entreprise et puis avec le mode de fonctionnement de l'entreprise. Mais on a aussi des étudiants qui démarreront leur contrat d'apprentissage après les cours. Et donc là, évidemment, on proposera un accompagnement plus poussé puisque c'est pas l'idéal. Mais voilà, c'est aussi quelque chose qu'on met en place et qu'on organise chaque année. Alors, et peut-être aussi pour vous rassurer, tous les étudiants qui ont postulé dans le master ont trouvé une entreprise. Enfin, donc, en général, voilà, vous avez tous une entreprise pour ce master et vous trouvez, on a souvent voilà, beaucoup d'offres qui sont publiées sur ce type de besoins. Bonsoir, j'avais peut-être une petite question donc, qui pourrait s'adresser aux 3 professeurs. Dès lors qu'on candidate, est-ce que vous recevez directement notre candidature ou est-ce que toutes les candidatures tombent d'un coup à la fin de la date butoir? En fait, les dates sont pas les mêmes s'agissant de l'alternance ou de l'initiale, mais en fait, nous, on reçoit toutes les candidatures. L'ouverture, nous, on va pouvoir, comment dire, chercher tous les dossiers et regarder les candidatures à partir du 2 avril, si je me trompe pas. On n'a pas accès avant aux candidatures, donc vraiment toute la période pendant laquelle vous vous déposez, on peut absolument rien voir. Et nous, voilà, on va pouvoir se connecter nous-mêmes sur la plateforme Mon Master à partir du 2 avril. Pour les étudiants qui postulent en alternance, les délais qui sont laissés aux directeurs des formations en alternance sont un peu plus courts pour vous permettre d'obtenir les retours de ces formations plus rapidement afin de vous permettre justement de rechercher votre contrat en alternance si vous avez la confirmation. Pour nous, en initial, les retours vers les étudiants se font un petit peu plus tardivement. Donc, je sais pas, il y a un décalage de 2 à 3 semaines. Je pourrais regarder, Cédric nous a... Tu l'as, Aude, le calendrier ou pas? Cédric nous l'a envoyé. Mais rime. Cédric nous l'a envoyé. Attends, je vais le retrouver. Ouais, c'est mon chien qui veut absolument. La phase de dépôt des candidatures, c'est du 26 février au 24 mars. Oui. La phase d'examen des candidatures, c'est du 2 avril au 28 mai. Voilà, 2 au 28. Formations en alternance peuvent publier la liste des candidats placés en recherche de contrat dès qu'elles sont prêtes à le faire avant et avant le 28 mai. Voilà, Et donc c'est ensuite, ça. Vous pouvez, en alternance, vous pouvez le faire avant, mais nous, on doit attendre. ouais. Alors, on peut le faire avant, mais sachant qu'on a quand même un classement. Puisque c'est, enfin voilà, on a un classement en fait à réaliser. Donc, ça suppose quand même pour faire ce classement de disposer d'un certain nombre de candidatures. D'accord? D'accord, Donc, ça. c'est-à-dire qu'on nous autorise effectivement, dès qu'elles sont prêtes, à le faire avant. Mais néanmoins, il faut quand même, enfin, si vous voulez, il faut que même, enfin, nous aussi, il faut qu'on ait le temps
de pouvoir. Donc c'est pour ça en fait, je dis on doit réaliser un classement et ça suppose de notre côté d'avoir le temps d'examiner toutes les candidatures. C'est-à-dire que pour être transparente, avec l'ancien système, et c'est vrai que c'était, on va dire, quand même plus avantageux de part et d'autre que du côté étudiant que du côté fac. C'est qu'on recevait en fait les candidatures si vous voulez, on donnait nos avis au compte-gouttes. Donc, c'est-à-dire que les étudiants, on avait des étudiants qui savaient parfois, si vous voulez, dès début mai, si ils étaient admis ou pas, parce qu'on traitait en fait les dossiers à partir, enfin voilà, souvent on commençait en fait sur la deuxième quinzaine de mars et on admettait en fait au fur et à mesure. Sauf que là, donc oui, on peut le rendre avant, mais néanmoins, nous, on a quand même voilà, besoin d'avoir un certain temps pour analyser les dossiers. Et si vous voulez, on ne peut pas vous donner comme ça une réponse au compte-gouttes parce qu'on doit effectivement en fait classer les dossiers. Donc moi, très honnêtement, je vous garantis pas qu'au 15 mai, il y aura en fait une publication en fait des admissions. Enfin, je m'engage pas si vous voulez. D'accord, très bien. Parce que du coup, oui, l'intérêt de la question, c'était vraiment savoir s'il y avait un intérêt pour nous, étudiants, à déposer la candidature début février pour essayer d'avoir un entretien le plus rapidement possible, ou à l'inverse, déposer la candidature peut-être au plus tard, en espérant du coup avoir une promesse d'alternance qu'on pourrait glisser dans la candidature du coup. Ah bah Ben, oui, bah si c'est ça le sujet, il vaut mieux attendre alors. ouais, ben, et puis de toute façon, enfin, vous voyez, la phase de dépôt, c'est jusqu'au 24 mars, et nous, on ne peut examiner les candidatures que le 2 avril. D'accord, très bien. Donc, on n'a pas d'accès avant, si vous voulez. Ok, ça marche. Bon, écoutez, bah, merci beaucoup pour toutes vos Je vous en précisions. prie. Y a-t-il d'autres questions? Non. Bon, ben, merci à tous d'être venus à la conférence et merci au directeur de master et à Aude d'être venus présenter tout ça. N'hésitez pas à venir nous rencontrer directement en JPO. Donc, on en a une samedi 3 février et une spéciale master le 16 mars. Mhm.